3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en samedi? Aujourd'hui, comme vous l'avez décidé sur le canal Instagram en début de semaine, c'est du Miami Heat que l'on va parler, en mode coast to coast. L'équipe vient de participer à 3 finales de conférence et 2 finales NBA ces 4 dernières saisons. Et dans la ligue, aucune autre team n'a été aussi régulière que le Miami Heat. En Floride, l'arrivée de Jimmy Butler a marqué le début d'une nouvelle ère. Et même si l'équipe, jusque-là, n'est jamais allée au bout, avec lui, elle a quand même rencontré pas mal de succès. Ceci dit, nouvelle ère ou pas, si tu ne remportes jamais le titre, tu prendras ta retraite ensuite avec un sentiment d'inachevé. Et le truc, c'est que dans cette optique-là, beaucoup de signaux inquiètent actuellement à Miami, et certaines ambitions mériteraient peut-être d'être revues à la baisse. Alors sommes-nous en train d'assister à la fin de l'ère récente du Miami Heat? Eh bien ça tombe bien, c'est parti, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Bon, même si c'est important de contextualiser, je n'ai pas non plus trop envie de revenir en arrière pour parler de cette team floridienne. L'histoire récente de Miami, vous la connaissez. Après avoir réalisé un parcours héroïque dans la bulle de Disney en 2020, le Heat, suite à une campagne de post-season 2021 plus compliquée, a échoué à un shoot des finales en 2022, avant de réaliser un parcours la saison dernière qui à coup sûr restera ancré dans les mémoires pendant longtemps. Et ça quand même, histoire de s'imprégner un petit peu de ce dont on va parler aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder un minimum dessus. Pas mal d'éléments nous ont confirmé des choses l'an dernier à propos du mental de l'équipe, et je pense que ça va permettre de dévoiler pas mal de points qui vont nous permettre d'appuyer bien comme il faut notre démonstration du jour. Et donc ouais, on s'en rappelle, l'an passé, la saison régulière pour les hommes de Spoelstra a représenté un vrai chemin de croix. En s'affichant comme la 9ème défense certes, mais aussi la 6ème pire attaque de la NBA, le Miami Heat a beaucoup déçu, beaucoup exaspéré ses fans, que ce soit dans le niveau de jeu ou l'attitude, si bien qu'après la deadline, quasi plus personne n'attendait quoi que ce soit de la part de cette team qui semblait usée et vieillissante. Résultat, l'équipe de South Beach a terminé à une triste 8ème place de la conférence Est, se retrouvant obligée de disputer le play-in pour espérer participer aux playoffs. Venant de la part d'une franchise qui avait été si performante les saisons précédentes, forcément c'était décevant. Surtout qu'alors que l'équipe avait une première cartouche à Atlanta pour rapidement accéder à la post-season et laisser le play-in derrière elle, l'échec fut cuisant. Jimmy Butler et ses potes furent méconnaissables. Heureusement que lors de l'ultime rencontre face aux Bulls, Max Strus a sorti le match de sa vie pour finalement permettre aux siens d'accéder aux playoffs dans les derniers instants et ainsi éviter une sortie bien plus qu'embarrassante et prématurée. La suite on ne va pas trop s'attarder dessus, vu que c'est encore récent et qu'on l'a déjà abordé à pas mal de reprises sur cette chaîne. Et ce que l'on retiendra, c'est qu'après l'upset incroyable réalisé au premier tour face à des Bucks plus que contenders, cette team du Heat, super bien coachée par Erik Spoelstra et prise en charge de main de maître par Jimmy Butler, a déjoué ensuite tous les pronostics. C'est ainsi qu'elle est devenue la seule équipe de l'histoire avec les Knicks de 1999 à accéder au final NBA malgré une qualification avec le seed 8 de leur conférence. Bon après, en finale, ce fut trop juste, avec un Jimmy Butler qui était complètement épuisé, mais aussi un monde d'écart entre le Miami Heat et les Denver Nuggets. Même si l'absence de Tyler Herro a fait potentiellement beaucoup de mal à cette franchise vu qu'il était blessé depuis le premier tour, ce que l'on retiendra quand même, c'est que Jokic et sa bande étaient bien trop forts. Et le truc, c'est qu'après ça, alors que la défaite en finale n'était même pas encore digérée, il a fallu gérer une intersaison qui, disons-le comme ça, a créé pas mal de remous dans le cœur des fans floridiens. Bah ouais, rappelez-vous, début juillet, alors que la free agency venait d'ouvrir, Damian Lillard a exprimé aux Blazers sa volonté d'être transféré. La destination qu'il souhaitait, Miami. Pour le cadre de vie, on imagine, mais aussi pour retrouver son super pote, Bam Adebayo, joueur avec qui il est très lié depuis les JO de Tokyo. Problème, Pat Riley n'a jamais réussi à formuler une offre suffisamment convaincante pour convaincre les Blazers de lui lâcher Lillard. Résultat, Joe Cronin s'est tourné vers d'autres acquéreurs, et notamment vers les Bucks qui, eux, étaient prêts à mettre tout un tas de jetons sur la table. C'est ainsi que Dame est devenu un membre des Bucks, et tant pis pour l'organisation de Miami qui n'avait alors plus que ses yeux pour pleurer. Sauf qu'avant de chialer toutes les larmes de son corps, le front office aurait eu tort de ne pas tenter un dernier coup. Jrue Holiday, placé directement sur le marché des transferts après son arrivée à Portland, aurait pu représenter un lot de consolation sacrément qualitatif pour Miami, et sans surprise, le Heat s'est positionné dessus. Malheureusement, encore une fois, l'offre ne fut visiblement pas à la hauteur pour convaincre Portland, et Jrue Holiday a pris lui la direction des Celtics. Et là, on s'en rend compte, cette intersaison a quand même été sacrément compliquée du côté de South Beach. Non seulement elle n'arrivait pas à se renforcer avec de gros noms, alors que c'était l'objectif principal, mais en plus de ça, les deux cibles prioritaires partaient chez deux concurrents directs. Ça pue. Surtout que la débâcle de l'été ne s'arrête pas là, puisque pour faire de la place à de potentielles arrivées de All-Star, l'équipe a fait le ménage en amont. C'est ainsi que bye bye deux hommes qui chez le Heat de Spoelstra avaient réussi à force de travail à obtenir une place de titulaire, Max Strus et Gabe Vincent. Encore une fois, les dirigeants floridiens n'ont pas assez sorti leur chéquier, et d'un coup, cette attaque, qui on le rappelle ne se classait qu'à la 25ème place en NBA l'an dernier, perdait deux de ses tout meilleurs shooters. Ça pique très très fort. Sur l'été 2023, le constat pour ce Heat était d'une violence assez phénoménale en termes de débâcle. Symboliquement, c'est un petit peu comme si le départ du légendaire Udonis Haslem, 43 ans, marquait la fin d'une époque à South Beach, et je peux comprendre que ça puisse faire peur. Bon, après l'équipe a quand même cherché à se
renforcé avec les moyens du bord, avec les signatures de Josh Richardson, de Thomas Bryant, de O.J. Hampton, mais aussi via la draft de Jaime Raquez Jr., l'une des pièces que j'ai très envie de suivre cette saison. Cependant, avouez que pour contenter une fanbase qui tout l'été a attendu Damian Lillard, c'était loin d'être suffisant, surtout que d'autres joueurs comme Cody Zeller ou Victor Oladipo, même si c'est plus anecdotique, ont eux aussi fait leur bagage. C'est comme si les dirigeants de Miami avaient passé l'été à essayer de dérouler le tapis rouge pour faire venir un All-Star, mais que celui-ci, au dernier moment, leur avait posé un très gros lapin. Parce que ouais, là, ok, la structure de l'équipe reste la même, et à Miami, on sait que autour d'un trio composé de Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Hero, on peut quand même ambitionner certaines choses. N'empêche qu'au vu des départs et des arrivées qui ont été enregistrés, mais aussi des arrivées qui n'ont jamais eu lieu, ce roster, je le trouve bien dépouillé. Il manque vraiment de profondeur. Quand j'entends Spoelstra dire qu'à ses yeux, l'équipe de cette saison est plus profonde que celle de l'an passé, j'ai l'impression que c'est plus pour s'auto-convaincre qu'autre chose. Après, nul ne sait quelle surprise est capable de nous réserver le sorcier floridien, avec les pièces qu'il va avoir, mais sur le papier, ça manque de densité, c'est assez flagrant. Déjà que l'an dernier, il suffisait d'un blessé ou deux pour que le roster affiché ressemble à celui d'une équipe de G-League, j'ai l'impression que cette année, ça va être encore pire. Après, je me méfie quand même, car chaque année, j'ai l'impression qu'à Miami, ça manque de banc, et chaque année, j'ai l'impression que Spoelstra me fait mentir, en responsabilisant des joueurs inattendus, qui finalement font le taf. Cette saison, donc, il n'aura pas le choix, encore, que de trouver des solutions providentielles. Caleb Martin pourra-t-il confirmer? Les jeunes Jaime Raquez et Nikola Jovic sont-ils prêts à assumer un vrai rôle? Tout ça, ce sera absolument nécessaire pour que Miami puisse performer, et je ne vais pas le cacher, pour le moment, j'ai de vraies incertitudes à ce sujet. Là, après une intersaison complètement foirée, il faut du concret pour contenter les fans, et pour le moment, autour de cette équipe du 8, c'est tout un tas d'hypothèses complètement incertaines qui règnent, et ça fait un peu flipper ça aussi. Parce qu'à côté de ça, ouais, il faut aussi se rendre compte que parmi les cadres, Jimmy Butler, Kevin Love et Kyle Lowry ont tous plus de 34 ans, et que le plus âgé d'entre eux, 37 ans, est le meneur titulaire. Forcément, il ne va pas falloir s'attendre à ce que ces mecs jouent 40 minutes par rencontre pendant 82 matchs, et c'est ça qui complique tant les choses. Au vu de la faible densité du roster, les vétérans pourraient être utilisés beaucoup plus que prévu, et justement risquer beaucoup plus une blessure, ce qui pourrait être dramatique. Imaginez un peu, si le hit doit se passer de Jimmy Butler, c'est tout l'équilibre du hit qui part en fumée. Si Kyle Lowry rejoint l'infirmerie, plus le choix que de donner les clés à Tyler Hero pour porter le ballon, et même s'il a du talent, il est loin d'être un meneur. Enfin pour Kevin Love c'est la même chose, enlevez-le de l'effectif et il ne reste pas mieux que Thomas Bryant comme backup au poste 5, c'est chaud. Et pourtant je pense qu'il va falloir s'attendre à ce que de telles situations prennent place tôt ou tard. Jimmy Butler n'a pas joué plus de 65 matchs depuis la saison 2016-2017 alors qu'il évoluait aux Bulls, à cette époque où Tom Thibodeau tirait sur la corde de tous ses joueurs. Et ce qui est inquiétant, c'est que plusieurs fois l'an passé, l'ailier a été gêné par son genou, le même qui l'a poussé à se faire opérer du ménisque en 2018. Attention à ne pas le surutiliser donc. Puis pour ce qui est de Kyle Lowry et de Kevin Love, c'est la même, puisque tous les deux ont manqué une grosse vingtaine de matchs la saison passée. Ouais, cet effectif, il va falloir le faire tourner, et j'ai l'impression que Spoelstra ne dispose pas vraiment des pièces pour faire ça. Alors, en attendant, il élabore des tests, des expérimentations au sein de sa rotation. À la base, c'était à Kevin Love qu'il avait réservé le spot de titulaire au poste 4, avant que Nikola Jovic et Jaime Raquez soient testés eux aussi, puis que Haywood Smith ne prenne la place. Si ce changement fut convaincant lors du premier match face aux Wizards, la perf de Haywood juste après face aux Lakers fut catastrophique, malgré la win, Spoelstra ne l'utilisant que 2 petites secondes dans le dernier quart. Si ce n'est pas grave qu'en début de saison le tacticien se cherche dans sa rotation, vu que la régulière est là pour ça aussi, moi ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que pour l'instant parmi ces tests, peu ont été concluants. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte que si le coach a beau être un créateur de rôles et d'opportunités incroyables pour ses joueurs, en NBA, peut-être que cette année, il n'a pas les pièces et les éléments pour faire ça. Bah ouais, hein, si on fait une métaphore avec la cuisine, tu as beau être un chef étoilé, tu auras quand même du mal à élaborer un chef-d'œuvre si pour ce faire, on ne te file que des aliments surgelés. Là, depuis le début de saison dans l'équipe, mis à part le trio Butler, Adebayo, Hero, personne ne tourne à plus de 10 points par match, mis à part Duncan Robinson, qui malgré une très bonne adresse au tir, possède des lacunes immenses en défense, à tel point qu'à de très nombreuses reprises, Spoelstra a dû le sortir de sa rotation l'an passé. C'est comme ça, maintenant que Max Strus n'est plus là, bah y a plus le choix, il faut redonner des minutes à Robinson parce qu'il n'y a personne d'autre derrière. Et si je dis ça, c'est que sur les ailes, en tout cas pour l'instant, Josh Richardson peine à retrouver le niveau qui était le sien lors de son premier passage à Miami. À côté de ça, Kyle Lowry a beau avoir une expérience qui parle pour lui, en 2023, je trouve qu'il n'a plus vraiment l'étoffe pour être un meneur titulaire en NBA. Si de temps en temps il fait du bien grâce à sa filouterie, à sa faculté de manipuler les règles un petit peu, ou à provoquer des passages en force, force est de constater que aujourd'hui parfois il est un poids pour son équipe. À son âge, il n'a absolument plus la vitesse aussi bien en attaque pour créer la séparation qu'en défense. Bien sûr, il peut mettre une bombinette à 3 points de temps en temps, mais désolé, tourner à 5 points et 5 passes quand on est le meneur de jeu d'une équipe ambitieuse, c'est bien trop insuffisant, et encore plus quand on joue 30 minutes par match. Franchement, c'est sévère et je le sais, mais je me demande honnêtement si Kyle Lowry, à l'heure actuelle, n'est pas l'un des pires meneurs titulaires en NBA. J'ai beau compter, hein, j'en mets pas beaucoup des starters au poste 1 de cette saison que je mettrai derrière en termes de classement de niveau. Ajoutons à ça que le Heat est l'une des équipes les moins agressives vers le cercle en NBA, l'une de celles qui provoque le moins de lancers francs par match, mais aussi l'une de celles qui pose le moins de contre sur ce début de saison, et les constats semblent assez parlants. Certains cadres sont très bons mais ils vieillissent, ils ne peuvent plus jouer avec autant d'énergie qu'avant, et derrière eux, ça manque de monde pour prendre la relève. Beaucoup de joueurs sont over-responsabilisés à Miami parce que Spoelstra
Spoelstra n'a pas le choix que de faire ça, mais est-ce que ça peut être viable sur toute l'intégralité d'une saison, puis l'intégralité des playoffs? Je ne pense pas. Pourquoi? Eh bien parce que la concurrence chez les top teams s'est sacrément renforcée, tandis que Miami a stagné, voire a régressé. Déjà, on a parlé des Bucks et des Celtics qui tour à tour sont allés choper les deux cibles de Miami, Lillard et Holiday. Mais à eux, on peut aussi ajouter les Cavaliers qui sont allés shipper Max Strus en Floride, voire même les Sixers qui, avec le départ de James Harden vers les Clippers, ont solutionné un drama et en ont bien profité pour renforcer leur banc. Alors après, vous allez me dire, ok, peut-être pour ces teams, mais derrière, il y a de la place, et de toute façon, c'est quand même compliqué d'imaginer une équipe qui était finaliste l'an dernier échouer dans sa qualification en playoff la saison suivante. Sauf qu'aux 4 teams qu'on a déjà cités, on peut ajouter les Hawks qui eux aussi peu à peu deviennent des habitués à la post-season et montrent de bonnes choses actuellement sous Quinn Snyder, mais aussi les Knicks, toujours capables de s'afficher en poil à gratter, tout comme de jeunes équipes potentiellement prometteuses comme le Magic, les Pacers ou les Nets. Là, on est déjà à 9 teams, et je vais pas abuser, mais si on veut, on pourrait en ajouter d'autres encore, qui pourraient potentiellement se montrer comme des concurrents sérieux. Et le truc, c'est que parmi les 9 teams que j'ai cités, sans compter Miami justement, le Heat, je les mets plutôt dans le peloton du milieu de fin que dans le peloton du haut. Imaginez une blessure ou une série de défaites et la concurrence pourrait très vite s'envoler et prendre des distances irrattrapables pour la franchise du Heat. Puis surtout que ce n'est pas comme si l'Est était ultra dense, ce n'est pas une excuse, tant au sein de la conférence Ouest c'est encore pire. Là-bas je vois au moins 10 équipes avec des superstars, si ce n'est plus, qui vont se battre pour seulement 8 places de playoff. C'est juste de la folie. Heureusement je vous le dis que Miami est à l'Est. Tyler Hero, on en parlera après, a beau réaliser un début de saison tonitruant, pour un Jimmy Butler qui ambitionne de jouer le titre encore une fois, avant de devenir trop vieux, la fenêtre semble sacrément en train de se rétrécir. Le seul truc qui pourrait sauver cette team à mon avis c'est sa culture, son identité, et cette espèce de façon qui a été montrée pendant ces dernières saisons de toujours trouver des solutions pour répondre parfaitement à l'adversité. Les dernières campagnes ont donné l'impression que quand tu avais Jimmy Butler, Bam Adebayo et Erik Spoelstra dans l'effectif, tu pouvais toujours avoir de l'espoir, et que la franchise pouvait plier longtemps, mais longtemps avant de rompre. C'est un peu comme si cette hit culture, qui peut faire un petit peu cliché quand on l'aborde, avait un côté magique dans le sud de la Floride. Je le répète, mais chaque année ou presque, il me semble court en début de saison, mais ensuite de ça, ils me surprennent de façon complètement inattendue. Cette équipe est devenue une spécialiste pour nous écrire des scénarios que même Alfred Hitchcock n'aurait pas osé publier. Jimmy Butler, on le connaît, il est capable de se reposer toute cette saison avant d'arriver complètement revanchard au printemps face aux Bucks de Damian Lillard ou aux Celtics de Jrue Holiday, en mode « Ah ouais, vous avez pas voulu venir chez nous? Eh bien vous allez voir ce que vous allez prendre. » Le mec, il ne lui en faut pas moins pour se motiver et se surpasser. Si l'équipe a remporté par 2 fois le trophée de la conférence Est sur ces 4 dernières saisons, ce n'est pas du coup hasard, clairement pas. Ce hit peut connaître des coups durs, certes, mais les joueurs ont de la ressource et ils savent encaisser. Après son off-season complètement raté, cette team floridienne a beaucoup de choses à prouver à ses fans. Et ça tombe bien, elle n'est jamais aussi forte que quand elle se retrouve dans cette position. Quand le niveau de compétition s'intensifie, ces joueurs de Miami sont capables de se transformer, de se transcender. Et sur ce début de saison, ça se voit déjà. Ouais, il a fallu attendre une grosse confrontation face aux Lakers qui s'est jouée dans le money time pour enfin voir Jimmy Butler afficher son meilleur niveau, accompagné par un Bam Adebayo au four et au moulin pour finalement obtenir la win. Bien sûr, le hit est passé à un petit shoot de Cam Reddish de la correctionnelle, mais peu importe, ils se sont imposés, et c'est ce que l'on retiendra, dans un match à haute intensité en plus. Alors ouais, on pourrait être positif en se disant que jusque-là, ce hit a surtout perdu contre des grosses écuries, et a grosso modo gagné les matchs qu'il devait gagner. On pourrait se rassurer également en se disant qu'au vu de ce qu'il s'est passé la saison dernière, ce serait idiot de s'alarmer trop vite. Ok, je peux être plutôt d'accord avec ça, mais attention, ce serait quand même se voiler sacrément la face de ne pas vouloir remarquer toutes les lacunes que cette équipe possède depuis le début de la saison dans son jeu. Leur gestion des 4e quart-temps par exemple, depuis le début de cette campagne, c'est d'une horreur absolue, et encore une fois, à cause de ça, ils ont failli bien se faire peur face aux Lakers. Sur les 7 premiers matchs disputés cette saison, le Heat affichait un cataclysmique -44 en cumulé sur les 4e quart-temps, eux qui, durant ce laps de temps, n'ont remporté qu'une seule fois le quart-temps ultime. Mais plus que ça encore, ce qui m'inquiète, c'est l'attitude et le niveau de jeu affiché par les joueurs sur le terrain dans ces moments-là. Contre les Lakers par exemple, le dernier quart c'est 1 sur 9 au tir à 3 points et 9 balles perdues. C'est littéralement dégueulasse. Et puis le problème, on y revient encore, c'est toujours le même à Miami. Pour le moment, à part le trio Butler, Hero, Bam, cette équipe ne possède quasiment aucune menace offensive, et on s'en rend compte, les départs de Max Strus et de Gabe Vincent font beaucoup de mal. Du coup, pour les défenses adverses, c'est plus facile en fin de match quand il faut resserrer la vis. J'abuse, mais si sur 5 joueurs, il y en a quasi 2 que tu peux limite laisser seuls, forcément ça deviendra beaucoup plus difficile de marquer des points en fin de match pour ce hit, qui doit de toute urgence trouver des solutions pour mieux terminer ses rencontres. Ces solutions sont-elles déjà dans l'effectif? Je ne sais pas, mais en tout cas, si elles sont présentes, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne se sont pas encore dévoilées. J'ai beau apprécier ce qu'apporte le rookie Ray Merakes Jr., et du haut de ses 22 ans, je le trouve vraiment prêt pour la NBA, c'est un joueur intelligent, mais est-ce que ça va suffire? Non, je ne pense pas, il n'est que rookie. Je veux bien croire encore au conte de fées, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il faut se rendre à l'évidence. L'équipe, en ce début de saison, fait juste partie des 6 pires attaques et des 12 pires défenses de la ligue. C'est quand même assez aberrant. Je sais bien que Spoelstra est un mec toujours capable de trouver une formule au fond de sa poche, et c'est pour ça que je ne veux pas directement enterrer cette team, mais sans deck,
mec, j'ai beau explorer tout plein d'hypothèses, j'ai du mal à voir un monde où cette équipe du 8, telle qu'elle est, même en playoff, pourrait être aussi compétitive que ces dernières années. Je vous le dis, hein, sans un miracle en cours de saison, ou encore un gros transfert, ces premiers tours grand max pour ce 8. À la limite, pourquoi ne pas imaginer Miami choper 1 ou 2 matchs pour sauver les meubles, mais quand même, les ambitions restent basses, et je pense que pour l'instant c'est difficile d'en attendre bien plus. Après, en cours de saison, il y a de l'alchimie qui va se créer, il y a de la cohésion qui va se développer, et ça pourrait aider cette équipe de Miami, c'est certain, mais j'ai quand même peur que ce soit bien insuffisant. Voilà pourquoi, pour le moment, je pense que pour cette équipe de Miami, la seule piste viable, c'est de se tourner vers le marché des transferts, avant la deadline. Et là, force est de constater que, aussi légendaire que soit Pat Riley dans le microcosme de la NBA, son mojo sur les transferts ces dernières années, il semble l'avoir quelque peu perdu. Depuis le sign and trade de Kyle Lowry en 2021, il y a eu quoi d'autre comme transfert d'envergure à Miami? Absolument rien. Ça fait 2 ans que c'est le calme plat, alors que sans arrêt dans les rumeurs, des gros noms comme Damian Lillard, Donovan Mitchell, Jrue Holiday, James Harden et Bradley Beal ont tous été un jour ou l'autre sur le marché. Je veux bien entendre que tous n'auraient pas parfaitement fité avec le groupe, mais quand même, je me dis que si Pat Riley avait su trouver les solutions pour se bouger, sa franchise n'en serait pas là. Pourtant, j'ai énormément de respect pour cette légende présente à Miami depuis maintenant 28 ans, et présente en NBA depuis 1967 en tant que joueur. Ça fait 56 ans, une dinguerie. Sans lui, le Heat n'aurait pas cette histoire, vous pouvez en être sûr. Cependant, qu'est-ce qui se passe avec lui pour que dernièrement on ait l'impression qu'il échoue dès qu'il veut un gros joueur? Le climat de South Beach est bon pourtant, le confort de vie aussi, et ne me faites pas croire que Miami est un petit marché. Est-il trop radin pour suffisamment sortir le chéquier? Ça se peut, et il l'a affirmé récemment, Gabe Vincent est parti à cause de ça cet été. Mais le souci c'est que ça ne s'arrête pas là, même sur les transferts sur lesquels par essence les joueurs n'ont pas leur mot à dire, récemment ils passent constamment à côté de ses cibles, même quand ces cibles elles veulent venir. C'est fou, comme si Riley était frileux à l'idée de trop lâcher, ce qui est respectable certes, mais qui fait qu'en contrepartie, il n'arrive à rien. Pourtant là, comme on l'a dit, il est vraiment temps de tenter un coup pour ces Floridiens, mais le problème c'est que au vu de tout ce qui s'est passé cet été, les cibles potentielles sont devenues très peu nombreuses. Des rumeurs existeraient pour le moment du côté de Chicago pour aller choper du Zach LaVine ou du DeRozan, tout comme du côté de Toronto pour aller choper du Pascal Siakam ou du OG Anunoby. Pourquoi pas, hein, ces 4 joueurs peuvent être de super ajouts pour renforcer l'équipe, et vu la situation de leurs teams respectives, ils seront peut-être accessibles pour pas trop cher. Cependant, attention mon patou, parce qu'il y aura peut-être d'autres équipes sur le coup. Ce serait con encore une fois de se positionner sur l'une de ces cibles et de passer encore une fois à côté parce que Pat Riley est trop gourmand. Puisqu'il faut savoir, et ça a son importance évidemment, c'est que pour faire venir un joueur de cette envergure, ce ne sera pas gratuit, loin de là. Et là je vous montre l'effectif, regardez, quelles pièces sont réellement susceptibles d'avoir de la valeur. Ok, vous ne les voyez pas, mais il y a aussi les pics 2027 et 2029. Mais ça fait loin, et Pat Riley en plus de ça a l'air d'y tenir, vu le chemin que pourrait prendre l'équipe ces 3-4 prochaines années. Après on a Butler et Adebayo, qui sont complètement intransférables. Rakezejovic, why not, mais ça ne fait pas pisser beaucoup plus loin. Et surtout Tyler Herro. Et Tyler Herro, parlons-en, parce que justement ce mec, bien malgré lui, représente un réel dilemme. Récemment, Riley disait que l'arrière n'avait jamais vraiment été transférable, ou jamais vraiment été impliqué dans aucun trade qui pourrait se faire, même si j'ai du mal à y croire. Mais si c'était pour choper un top 5 player de la ligue, tout était discutable. Ça me va cette façon de penser, ok, mais Tyler Herro à lui tout seul ne vaut pas un top 5 player de la ligue, et c'est ça le problème. Surtout qu'en vrai, on le sait, tout l'été, Riley a essayé de refourguer Herro à une équipe de Portland qui n'en voulait pas. Résultat, Damian Lillard a fini à Milwaukee. De plus, avec sa blessure rapide lors de la post-season de l'an dernier, Herro n'a pas pu prendre part à l'incroyable aventure de son équipe, qui finalement a montré qu'elle pouvait très bien se débrouiller sans lui. Franchement, avec toute cette situation, le mec a de bonnes raisons, soit de faire la gueule, soit d'arriver complètement revanchard. Et le truc, si vous regardez le Heat depuis le début de la saison, c'est que tout semble tourner autour du joueur offensivement actuellement. Il a beaucoup plus l'occasion de créer, a beaucoup plus le ballon entre les mains, on lui donne aussi plus de 5 tickets de shoot supplémentaires par rapport à l'an dernier. Ouais, tout tourne autour de lui, vraiment, et la vérité c'est qu'il s'en sort bien. Le mec, il est à la fois le meilleur scoreur et le meilleur passeur de son équipe. Let's go, hein. Ses pourcentages sont propres, il joue intelligemment, et définitivement, il semble être un joueur qui a passé un réel step. Néanmoins, j'ai une vraie question. Est-il mis en avant comme ça parce que Miami veut vraiment construire autour de lui pour le présent et le futur, ou alors est-ce que tout est fait pour le mettre en lumière pour pouvoir augmenter sa valeur et tirer, avant la deadline, un maximum de lui sur le marché des transferts? Je trouve ça intéressant de se poser la question, surtout que c'est difficile d'avoir une réponse précise. Et puis, si on y réfléchit, en vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment à bégayer. L'impératif, actuellement, pour Miami, c'est le présent, pas le futur. J'adore Tyler Herro, hein, mais est-ce que actuellement, en 2023, tu es sûr qu'il peut s'imposer comme un franchise player capable d'amener ton équipe vers le titre? Pourquoi pas, hein, mais j'ai de vrais doutes. Pour tout ça, ça me semble un peu tôt, et s'il semble être l'un des chouchous du public, il ne semble pas en contrepartie être l'un des chouchous du front office. Voilà pourquoi ça ne m'étonnerait pas que du côté de Miami, actuellement, tout soit mis en place pour essayer d'envisager un trade autour de Tyler Herro. Aujourd'hui en NBA, il est l'un des 5 joueurs à tourner à plus de 25 points, 5 rebonds et 5 passes, et le plan pourrait fonctionner. Pat Riley, en voyant ses progrès, doit se frotter les mains, mais en échange, y a-t-il beaucoup d'équipes prêtes à mettre suffisamment sur Herro? Je ne sais pas, et je ne sais même pas si ça vaudrait le coup, au vu des contreparties disponibles. Tu fais venir DeRozan, Siakam ou Anunoby, et tout d'un coup, c'est le désert complet au niveau des arrières organisateurs, donc pas un bon plan à mon sens. Et faire venir LaVine, je sais même pas si ça vaut le coup. Faudrait lâcher Herro,
sûrement quelques assets supplémentaires et je ne sais même pas s'il apporterait beaucoup plus. Après, à plus long terme, il pourrait y avoir des joueurs comme Joel Embiid, Trae Young, Zion Williamson, Karl Anthony Towns, mais vu leur situation personnelle et collective en ce début de saison, je serais fort étonné de voir l'un d'eux partir avant la deadline de février. S'il devient urgent pour Riley de bouger, les solutions deviennent limitées pour lui, pour faire venir un All-Star, alors que cet été, il y a quelques mois, c'était bien plus ouvert, il aurait dû se bouger plus tôt. J'ai bien peur que pour espérer que le Heat soit réellement ambitieux cette saison, le parrain ait raté le coche. Du coup là, si on se remémore un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo et qu'on essaye de faire le bilan, je vais être cash. Ce Heat, je n'y crois pas et je ne pense pas que cette année encore, l'équipe puisse réaliser un exploit comme l'an passé. Ce genre de truc, même si Miami commence à nous y avoir habitués, ça reste exceptionnel. Il faut bénéficier d'un alignement de planètes fabuleux pour que ça arrive. Par contre, attention, je ne dis pas non plus que ça ne fera rien du tout. Ce qui me semble assez sûr par contre, c'est qu'au vu de l'âge de certaines pièces majeures de l'effectif, mais aussi au vu du manque de densité du roster, le marathon de la saison soit bien trop intense pour permettre à ce Heat de viser le haut du tableau. De plus, au vu des difficultés qu'a éprouvé Pat Riley à réaliser des transferts ces dernières années, mais aussi au vu du peu de solutions disponibles, je vois mal cet effectif bouger drastiquement en cours de saison. Alors que reste-t-il avec ça? Eh bien déjà, si l'équipe arrivait à se qualifier pour les playoffs sans passer par la case play-in, elle se tirerait une belle épine du pied. Sauf qu'on l'a vu, la concurrence est quand même sévère et ce sera compliqué. Après, play-in ou pas, je m'en fais pas, ça doit se qualifier en playoff. Ça devrait pouvoir le faire en tout cas, c'est ce qui est attendu. Mais ce qui est certain, c'est que ce ne sera pas simple, une blessure et tout est démoli. Et puis quand on en sera à ce stade, si ça arrive, ensuite, un jour ou l'autre, il faudra scoltiner Milwaukee ou Boston. Vous imaginez, vous le Heat, refaire un exploit, un énorme upset rien qu'à l'envie, en mode conte de fées comme l'an dernier? En vrai, l'histoire serait magnifique, mais ça semble si peu probable. Puis ils sont attendus maintenant en plus. Cette team, elle est super attachante, et j'espère me tromper, mais j'ai l'impression que ce gros parcours surprise de la saison dernière, c'était un petit peu comme le chant du cygne pour cet effectif. Maintenant, il ne sera jamais simple d'affronter cette team de Miami en playoff, c'est sûr et certain. N'empêche qu'elle me semble beaucoup trop limitée à l'heure actuelle pour pouvoir réellement ambitionner d'y performer. L'effectif est si peu dense que j'ai bien peur que les starters s'épuisent entre maintenant et la post-season. Si la philosophie de l'équipe, mais aussi les présences de Eric Spoelstra et de Jimmy Butler permettront à cette team de garder au minimum la tête haute, ça me semble quand même beaucoup trop léger pour avoir des objectifs réels. Dans l'histoire, seules 5 équipes finalistes ont ensuite raté les playoffs lors de l'année suivante, sauf qu'à chaque fois, elles avaient des excuses, vu qu'elles avaient perdu des joueurs de la trempe de Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kevin Durant et LeBron James, 2 fois. Max Strus et Gabe Vincent, on les aime bien, hein, mais ils ne jouent pas dans la même cour que ces gars que je viens de citer. Et puis en plus, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette ligue est plus deep, plus profonde que jamais, et en plus de ça, avec le play-in, tu n'es même pas sûr d'accéder aux playoffs si tu finis 7ème ou 8ème de ta conférence. Ça complexifie la tâche. Je pense que ouais, l'équipe peut arriver jusque là, mais ce ne sera pas de tout repos, et ensuite, ce sera vraiment difficile d'imaginer de vraies choses. Alors maintenant, pour répondre à la question, est-on en train d'assister à la fin d'une ère du côté de Miami? Adebayo, Butler et Hero sont tous les 3 sous contrat jusqu'à au moins 2026, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, le Jimmy, il aura 37 ans. Plus cette équipe, elle va avancer, vieillir, et moins elle aura de chance de remporter un titre. Puis en plus, il y a trop de manques là, j'ai l'impression, pour réussir à rendre cette équipe compétitive sur le court terme avec juste des petits ajustements. C'est triste à dire, hein, mais aujourd'hui, je ne vois pas comment ça peut en être autrement. Je vois très mal cette équipe de Miami disputer les finales cette saison, et encore moins le titre. Voilà pourquoi, pour moi, si l'équipe n'arrive pas à se renforcer via des trades en cours de saison, et ce, même si l'équipe fait une grosse surprise en playoff, encore une fois, il deviendra essentiel l'été prochain de prendre des décisions drastiques. Cette team, aussi compétitive qu'elle soit, elle arrive peu à peu en bout de course, et on ne peut pas lui en vouloir, vu comment elle nous a fait vibrer ces dernières années. Voilà pourquoi je pense que lors de l'été prochain, il sera temps peut-être de tourner une page du côté de Miami, et Pat Riley devra réfléchir à une nouvelle ère en fonction de qui est disponible ou non sur le marché. Cependant, attention, encore une fois, pas tout cette fois-ci, il ne faudra pas se rater, il faudra savoir appuyer sur le bouton, parce que sans ça, cette équipe pourrait finir bien tristement à moyen terme, et ce n'est pas ce que je lui souhaite. Cette équipe de Miami, elle nous a vraiment fait kiffer ces dernières années, alors Pat Riley, s'il te plaît, fais ce qu'il faut pour lui offrir une fin mémorable. Voilà pour ce qui est de ce Miami Heat, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous? Vous êtes plus optimiste que moi concernant cette franchise de Miami, ou alors, globalement, vous rejoignez mes constats? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse, comme d'habitude, de connaître vos tendances à ce sujet, parce que là, je sens que je ne vais pas faire l'unanimité. Et pour finir, tu connais, si la vidéo t'a plu, lâche un gros pouce bleu, juste en dessous, et pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est ultra important. Mais ouais, go m'amener de la force, hein, et merci pour ça. En attendant, je vous dis à très vite.